faut-il jouer un être humain? Parce que souvent, les Noirs doivent jouer des Noirs. Ça n'offre parfois, c'est important et intéressant, pas suffisamment de rôles diversifiés. On a des films comme Nègre ou ancien film de Palksy, une femme noire précurseuse du cinéma français. Très vite, elle est entrée dans le cinéma américain en produisant un film qui parle du racisme avec des stars, etc. Elle a été récompensée. Rue Cazenègre, moi j'ai regardé avec mes parents et ça leur a donné l'occasion de me parler de l'esclavage, beaucoup de choses. Ce film-là, ou encore plus récent, hein, il vient juste de sortir, enfin il est sorti cette année, One Night in Miami avec c'est fait par une femme noire avec qui est par ailleurs actrice, Regina King, avec Malcolm X, Mohamed Ali, etc., qui parle de la militance masculine noire. Ces films-là sont importants. Les Noirs, des Noirs jouent des Noirs. Mais on a besoin parce que c'est historique et on ne peut pas dire qu'on a des masses de films qui parlent de ça. Donc, c'est nécessaire. Ensuite, on a toutes les catégories de films ghetto, on en a parlé tout à l'heure, comme Barbershop, où on va... Je ne vais pas cracher dessus parce que c'est ghetto, hein, attention. Dans un contexte racial très dur, les gens ont besoin de se voir dans une certaine légèreté aussi. Et donc, ce sont des films dans lesquels on a tout un univers de noirs. Donc, les noirs jouent des noirs et on va jusqu'au bout de la caricature. On va faire de la nourriture noire culturellement. On va avoir de l'argot, on va avoir des manières de faire, mais surtout, il va y avoir beaucoup de bonne humeur. Mais on va aussi avoir les archétypes, les bandits, les dealers du quartier, la caricature de l'homme noir qui est polygame. Ça va être là-dedans. Ça a été longtemps nécessaire. Je ne sais pas si ça l'est encore, hein, je ne vais pas m'avancer, mais je sais que pendant longtemps, c'était vraiment nécessaire pour beaucoup de Noirs, sous le joug du racisme. C'était des respirations et quelque part aussi une sorte de soin, de care, de pouvoir rire de tout ça. Et ici, dans Coming to America, c'est les Américains qui présentent, comme dans Black Panther, une Afrique rêvée, idéalisée, parfaite, mythique, des royaumes riches, indépendantes, combatives, qui se défend, etc. Mais qui a quand même besoin de l'Occident, parce qu'ils vont être en relation avec les États-Unis, donc une force de centralité occidentale à laquelle on n'arrive pas à se détacher. Et donc, voilà, aussi parfait soit-il, ils vont quand même aller aux États-Unis pour aller chercher une femme. Donc, il y a le 1 et le 2, mais on va beaucoup travailler sur les décors. Et on peut parler d'un film ghetto, et comme souvent dans les films ghetto, les femmes sont soit inexistantes, c'est le cas ici, donc elles n'ont pas des caractères très forts dans le 1. Dans le 2, on sent qu'on essaie de faire quelque chose d'un peu plus féministe, d'autant plus que Black Panther a mis des femmes en avant, donc il fallait donner le change. Et soit elles sont des femmes hyper fortes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, des acteurs noirs qui jouent des noirs. On en a besoin pour différentes raisons, pour se rêver mieux, etc., pour raconter l'histoire, etc. Mais quand peut-on passer à des Noirs qui jouent un rôle d'un auteur à succès qui rencontre une femme et qui laisse tomber ses livres parce qu'il veut vivre pleinement cet amour et la suivre partout. Tout simplement, quand est-ce que... Et l'acteur est noir, ou l'actrice est noire. Sans qu'il soit question de la couleur de manière centrale. Et ça, c'est beaucoup plus difficile à trouver. Je ne dis pas qu'il n'y en ait pas, il y en a, mais c'est plus difficile à trouver. Et c'est là que j'ai trouvé ce nouveau film, Les Voyeurs. J'étais étonnée, je m'attendais encore à un truc caricatural. J'étais là avec ma fiche, et puis j'ai dû poser ma fiche parce que c'était intéressant de voir que la question noire n'est pas centrale. Et en plus, il s'agit d'un couple, un couple interracial. Si on ne parle pas du tout de la couleur de peau de la personne, on pourrait se dire qu'on est dans un film de science-fiction. Parce que
Le film, si ce n'est pas un film fantastique de science-fiction, il est censé nous faire croire pour vrai, nous faire croire que ça pourrait se passer dans la réalité, cette histoire. Et donc, dans la réalité, la couleur de peau, elle n'est pas inexistante toute sa vie, surtout quand on vit en Occident. Un jour ou l'autre, on découvre qu'on est noir, un jour ou l'autre, on est discriminé à cause de cette couleur, un jour ou l'autre, cette couleur est mentionnée. Et donc, l'intelligence de certains de ces nouveaux films qui ne mettent pas la couleur de peau au centre, mais qui gardent quand même un certain réalisme en mentionnant la couleur de peau. Et ça, moi, je trouve assez intéressant. Par exemple, on ne parle pas du tout de la couleur de peau pendant tout le film, et puis, imaginons, le couple mixte va à la banque et on ne veut pas trop leur donner un crédit parce que ils n'ont pas trop confiance au monsieur, à l'homme noir qui est là. Et puis le film continue, mais ça fait partie de la vie d'un noir que d'être discriminé de temps en temps. On dit souvent que les noirs meurent en premier dans les films d'horreur. C'est faux. Les noirs ne meurent pas en premier dans les films d'horreur, mais les noirs meurent toujours dans les films d'horreur. Donc, parfois en premier, parfois pas en premier, souvent pas en premier, mais vous êtes sûr, quand vous allez voir un film d'horreur et qu'il y a un noir dedans, soyez presque sûr qu'il va mourir. Pour plusieurs raisons. Quand il meurt en premier, comme j'insiste, c'est pas la majorité des cas, parce qu'il y a des gens qui sont penchés dessus, qui ont fait les comptes. Quand des Noirs meurent en premier, c'est un petit peu pour un avertissement pour le public blanc, pour dire, ah, ils peuvent tuer, hein. C'est un peu quand vous jouez à un jeu pour la première fois et on dit, tiens, on va faire une partie pour du beurre. Ça compte pas. Mais comme ça, on voit les mécanismes, on voit ce qui est possible, etc. Et puis après, on va jouer une vraie partie. Et donc, quand on tue un noir en premier, c'est un petit peu, on joue pour du beurre, tu vois que c'est possible, tu vois que c'est dangereux, et ça augmente en fait la tension que tu auras parce que tu auras peur que maintenant il tue des blancs. On tue pas souvent les premiers rôles aussi, hein. Les premiers rôles sont souvent protégés, mais quand souvent les noirs n'ont pas les premiers rôles, donc ils sont moins protégés. C'est pour ça qu'ils meurent plus dans les films d'horreur. Un meurtre assez mythique, c'est The Shining, et le seul de tout le film apparemment, où il tue un noir. Donc du coup, ça augmente la tension parce que ce type devient fou et on a peur qu'il s'attaque à sa femme et à ses enfants. J'ai trouvé intéressant d'avoir un couple mixte de personnes âgées, hein, dans Ruth et Alex, parce qu'en général, ils sont jeunes, comme dans Samba. Dans le couple mixte, on peut avoir une white savior, et ici, c'est le cas, puisque Samba est sans papier. La montagne entre nous, j'ai trouvé que l'histoire d'amour était, je veux dire, simple. Deux personnes qui s'aiment, donc c'est vraiment en comédie dramatique, le couple qui se dispute d'abord avant de s'aimer à la folie, etc. Même s'il y a un côté amour impossible aussi. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Amour sur place ou emporté. Le contraste des couples mixtes traités sur base de l'humour. Ici, c'est une fille maghrébine avec un homme noir qui n'est pas, dont les parents ne sont pas véritablement afrodescendants de longue date. Ce sont des parents africains, toujours, alors qu'il y a quand même une bonne partie des afrodescendants qui ont des parents afrodescendants et pas africains, dans le sens où ils sont installés depuis longtemps. Mais ça, c'est moins intéressant pour ce genre de cinéma-là. C'est beaucoup plus exotique, comme dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, quand les parents viennent directement d'Afrique avec toute leur culture, toutes leurs couleurs, etc. J'ai trouvé La queue vue terrasse très intéressant parce que le film ne nous dit pas de quoi il parle. C'est à un moment donné que on comprend de quoi parle le film. Un couple mixte s'installe dans une nouvelle maison et tout, et puis ils ont un voisin qui est policier et qui a deux enfants. Les enfants sont très intéressés à la vie de ce couple et voilà, ils ont une piscine, donc ils sont tout le temps là-bas, s'amuser et faire connaissance. Et petit à petit, on voit comment le père est en rage après ce couple et ça prend une tournure dramatique vers la fin. Et ce n'est qu'après avoir vu le film que je me suis dit, en fait, on est en train de me montrer comment le racisme a rendu ce type fou
au point de ne plus accepter de voir un couple mixte. Donc on retombe encore dans les difficultés pour un couple mixte. Dans United Kingdom et dans Loving, là, on est un peu plus dans le rude, c'est-à-dire c'est parfois tiré d'histoires vraies et on montre les réelles difficultés dans un temps donné, dans des espaces donnés tels que l'Afrique du Sud, où la loi disait encore que c'était interdit et comment ces couples ont dû affronter ça. Mais ça nous laisse sur la fin de pouvoir vivre des couples mixtes et par conséquence des enfants, leurs enfants métis, sans qu'il soit toujours question de race, de difficultés, etc. Il faut le montrer, mais on ne peut pas montrer que ça. On a besoin aussi de voir une certaine normalité pour pouvoir se projeter. Et donc, je finis, je pense ici sur les couples mixtes en disant que concernant les liaisons interraciales aux États-Unis, ce n'est qu'en 1967, avec Devine qui vient dîner ce soir, qu'on a un film qui fait succès et où il y a un couple mixte. Entre parenthèses, l'histoire ne nous le dit plus, que ça a quand même créé des problèmes à l'époque. Des gens se sont plaints, il y a des gens qui ont boycotté le film et tout ça. On ne le sait plus maintenant, hein, mais ça n'a pas été tout rose comme c'est présenté aujourd'hui. Avec le fameux Sidney Poitier, qui est quand même l'un des précurseurs en termes d'acteurs afro-américains. 1968, on a le premier baiser. Donc, ça veut dire que dans Devine qui vient dîner, il n'y avait pas de premier baiser. Je l'ai vu il y a longtemps, donc je ne sais plus. Donc, on a le premier baiser interracial en 1968 dans... je me demande si c'est pas Star Wars. Je ne sais plus, j'ai pas mis le film. Oui, je pense que c'est Star Wars. Un truc comme ça, futuriste, mais je pense que c'est Star Wars. Oui, c'est un Mm. film futuriste. L'actrice Nichelle Nichols, qui est décédée il n'y a pas si longtemps que ça, si mes souvenirs sont bons. Oui, tout à fait. Et donc, c'est tardif quand même, 1960. Maniac, ouais, ouais, dans une scène culte, carrément, là, elle est avec deux hommes noirs, en fait, qui se disputent pour, je crois, simplement la traquer, mais je crois en langue d'Afrique de l'Ouest. Et alors, elle est au milieu, occupée à regarder, et parce que voilà, nymphomaniaque, Mhm. et bah, voilà, elle aurait bien aimé que la chose se produise, quoi. Elle est là, toute nue, en attendant que ces hommes noirs fassent ce qu'ils sont censés faire, quoi. Cette sous-thématique récurrente de Tragique Mulatto, Daïna la métisse. Premier rôle d'une femme noire dans le cinéma français. Donc, elle s'appelle Laurence Clavius et elle a disparu. Voilà. Elle a disparu des radars après avoir joué ce film. Le film Belle, réalisé par une Afro-Britannique. Donc, ouais, toujours cette logique de tragique, mulatto, donc la métisse tragique, elle doit avoir une fin et une vie tragique, quoi. Mais ici, on vit à travers elle comment la famille la traite comme une bâtarde, qu'elle ne peut pas manger à la table de tout le monde, etc. Donc, on voit que de toute façon, sa vie est tragique parce qu'elle est métisse, mais au moins, on le voit à travers ses yeux, à travers ses sentiments, et ça donne quand même une autre dimension. Beloved et Demain tout commence. Et Demain tout commence, vraiment, j'aurais préféré qu'on me spoil et que je ne le regarde pas, quoi. Donc avec Omar Sy, c'est un couple mixte, encore une fois, qui ne marche pas. Coup d'un soir, la maman se barre. Quelques années plus tard, elle revient, elle lui livre un bébé en disant, bah, occupe-toi parce que moi, je peux pas. Elle revient plusieurs années plus tard et Omar Sy et sa fille, ils s'adorent, ils ont trouvé un fonctionnement. Lui, il est acteur. Enfin, ça se passe plus ou moins bien, il gère. Mais elle vient pour reprendre l'enfant. Point. Avec son nouveau mari et elle reprend l'enfant et elle part. C'est ce qu'elle veut faire. Donc lui, il résiste et à un moment donné, je crois qu'il obtempère. Mais on apprend que ben, ça va être tragique pour la fille, quoi, parce qu'à la fin du film, ben voilà, ça va être hyper tragique pour l'enfant. Voilà, on va le dire comme ça. Et j'ai trouvé ça, mais horrible, vraiment la quintessence de cette manière de toujours faire finir mal l'enfant. Mais
Dans Beloved, c'est traité de manière plus tragique, enfin tout aussi tragique et plus feutré aussi, plus symbolique, plus archétypal, comment le destin tragique des Noirs est là-dedans le destin tragique des Métis. Donc, le couple et la famille noire, bon, il y a les vraies histoires comme le couple Obama dans First Date, Winnie Mandela ici avec son homme. Pour info, entre parenthèses, l'acteur qui joue ici, Terrence Howard, a par 2 fois été démissionné d'un film, donc pas de sa volonté, mais viré d'un film, parce que on disait que sa technique, son actorat n'était pas bon, donc des films mainstream blancs. Et c'est un acteur qui, voilà, il est très connu, mais il a quand même beaucoup de mal dans le milieu mainstream. Et on le sait, mais on ne le dit pas, on le sait que c'est à cause de la clarté de sa peau et de ses yeux qui sont gris-bleu, je ne sais pas. Il a des yeux un peu spéciaux pour cette couleur de peau-là. Et donc, du coup, c'est un peu comme quand vous n'avez pas l'habitude de voir des Asiatiques dans votre vie de tous les jours et que vous regardez un film asiatique, vous n'arrivez pas toujours à décoder, c'est scientifique, hein, vous n'arrivez pas toujours à décoder les émotions qui sont en train d'essayer de vous transmettre à ce moment-là. Ou alors, il faut regarder plusieurs films asiatiques pour comprendre, voilà. Et on n'arrive pas à se connecter avec les émotions qu'il essaye de transmettre. Il a été viré au profit d'un acteur beaucoup plus foncé. Je voudrais vous parler de Dem, une mini-série où la femme noire est au centre, mais c'est un peu comme Lakeview Terrace que je vous ai montré tout à l'heure ici avec le couple mixte et le gars qui devient fou. C'est une famille qui devient dingue à cause du racisme. Et ça montre ce que le racisme nous fait, en quelque sorte. Et donc, grosso modo, c'est une famille qui quitte un lieu parce qu'ils ont eu une agression raciste tellement forte qu'ils ne peuvent pas rester là. Ils quittent le lieu pour aller s'installer ailleurs, dans un beau quartier et tout. Le monsieur trouve un bon travail. On nous montre le racisme quotidien, la base, très bien montrée, à l'école pour les enfants, dans le quartier pour la femme et au travail pour le monsieur. Mais en plus de ça, bon, il y a d'autres Noirs il y en a une qui est dans un asile et qui leur dit, en gros, moi, ça m'a rendu folle de vivre dans ce quartier, pourquoi vous octroyez ça, vous infligez ça? Et ils continuent, ils insistent, le quartier voilà, on dirait que tout le quartier, c'est des suprémacistes blancs. Ça montre aussi une certaine fragilité blanche, hein. Donc, on n'est pas dans des grosses caricatures, mais petit à petit, il y en a un qui devient plutôt schizophrène, et l'autre psychotique. Donc, ils deviennent, et on est dans un thriller, et puis on tourne un peu vers le film d'horreur, et puis on revient vers le thriller, hyper intéressant, surtout sur un plan professionnel pour moi analysé. Ice Cube, on arrive quand encore un film ghetto, et dans ce film ghetto-là, il faut voir la position de la femme noire, complètement transparente. C'est l'histoire d'un gars avec ses enfants qui s'amuse bien dans un road trip et accessoirement, il y a une femme de temps en temps qui dit une phrase, mais elle est complètement transparente. Et c'est une récurrence, cette position-là de la femme dans ces films-là. Kidnap à regarder pour voir le caractère qu'on a donné à Halle Berry. Donc, tête d'affiche, on lui a donné un vrai rôle, un vrai caractère. Elle ne joue pas une noire. C'est le film dans lequel je me suis sentie le plus emportée dans le déroulé. Peut-être parce que j'adore les thrillers, mais vraiment, j'étais dedans. J'ai pu faire ce que pendant longtemps, on ne permettait pas de faire, c'est de s'identifier au rôle principal. Pourquoi? Parce que soit le rôle principal est un homme, soit c'est un blanc, soit c'est un homme blanc, c'est une blanche. Et donc, j'arrive pas totalement à m'identifier. Je le savais théoriquement et en regardant ce film, qui est pas si vieux, je l'ai su dans ma chair. De dire, ah, c'est ça que ça fait de s'identifier vraiment à un rôle principal. Parce qu'elle n'était pas catégorisée comme une noire et qu'elle avait un vrai rôle. Petit côté sauveuse noire.
Donc ça, c'est intéressant parce qu'on pense qu'on va tomber dans une caricature, mais ils ont réussi à ne pas faire une sauveuse noire négresse de maison. Il y a certains droits qu'on ne va pas donner à ces femmes noires, le droit d'avoir des émotions, d'avoir des expressions libres. Viola Davis parle de ça, de comment on va essayer de limiter au plus possible les expressions qu'elles vont faire. On va lui dire de ne pas être trop expressive parce que sinon, ça fait singe, soi-disant. Le droit de rire, de voir une femme noire qui rit vraiment dans les films, et qui rit pas ironiquement parce que son maître est en train de la fouetter et qu'elle s'en fiche, mais il peut vivre de la joie, un personnage qui peut être heureux. Le droit de pleurer et de souffrir par rapport à la vie, j'ai envie de dire normale, en dehors du racisme, en dehors des racistes. Le droit de parler, parce qu'il y a beaucoup de films où les dialogues sont quasi inexistants, en fait, c'est juste des pots de fleurs. Le droit d'aimer, on l'a vu, je ne vais pas revenir sur les couples mixtes, mais aussi sur le couple noir, hein, qui n'est pas assez présent dans les différents films, parce que s'ils sont noirs, il n'y a pas de centralité blanche, c'est moins intéressant pour le marché. Et le droit de penser aussi, c'est-à-dire de proposer des solutions dans l'intrigue. Ici, par exemple, on a dans Mr. et Mrs. Smith, on a Angelina Jolie qui a une sorte d'assistante qui ne dit presque rien, qui est une amie, mais un vrai faire-valoir. On ne connaît pas l'intérieur de sa maison, si mes souvenirs sont bons, on ne connaît personne de sa famille, on ne connaît pas ses problèmes à elle, et elle ne s'exprime jamais, s'il ne s'agit pas de s'exprimer avec Angelina Jolie, elle ne s'exprime jamais s'il ne s'agit pas de s'exprimer sur la vie d'Angelina Jolie. Les actrices blanches et les actrices noires sont caricaturées, on le sait, hein, c'est pas parce qu'on parle plus des noirs que ça veut dire que les femmes blanches sont dans des positions géniales. Et j'ai presque envie de dire, entre parenthèses, dans le cinéma occidental, les hommes blancs non plus sont pas des situations toujours géniales. On a cet héroïsme incessant qui fait que finalement les hommes pensent qu'ils n'ont pas le droit de pleurer. Donc il y a aussi des choses à dire de ce côté. Voilà ce que j'ai pu repérer comme archétype des femmes blanches selon le patriarcat. Donc, on va parler de la question du corps. Il faut qu'elle soit mince, des cheveux. Une variante qui sera très différente par rapport au noir, les cheveux blonds, roux, bruns, châtains vont vouloir dire quelque chose. Court, long, ça veut dire quelque chose plus que si pour les femmes noires. Pour les femmes noires, sur la question du cheveu, ça sera autrement. Ça ne sera pas sur la couleur. Une femme blonde, on va penser plutôt à une femme, surtout si elle est blonde comme Marilyn Monroe, bon, une femme légère, peroxydée, etc. Brune, surtout avec des lunettes, ça va plutôt être l'intelligence et tout ça. Bref, il y a des caricatures derrière. On a un genre de baromètre hein, qui n'est pas oui ou non, mais qui est plutôt une graduation. On va se demander à quel point cette femme est soumise à l'homme ou aux hommes du film. Est-ce que c'est plutôt une rebelle, plutôt féministe, ou elle dit rien, elle fait la cuisine, etc. Donc, on peut déjà se poser la question de ça quand on voit une femme blanche dans le film. Comment elle est, son corps est-il mince, ses cheveux, quelle couleur, dans quelle trame on est, et puis quel est le niveau de soumission. Ensuite, on a trois grandes zones. La zone du no-sexe, les femmes avec qui le héros ne peut pas avoir de sexe, la fille, la mère, l'amie, donc c'est un petit peu grosso modo ça. Ensuite, il y a l'épouse, la fiancée, la petite amie, la prostituée, c'est plutôt
on peut avoir du sexe avec elle. Et puis, ambivalent, la cousine, la friendzonée, ou l'inconnu. L'inconnu, surtout sur les films de tueurs en série, l'inconnu est très important parce qu'il y aura beaucoup d'inconnus qui peuvent être tués. C'est important parce qu'on est dans le regard de l'homme blanc et on est dans le regard du héros homme blanc. Et donc, il va catégoriser en fonction de elle est belle ou pas belle. On n'oublie pas de couper les micros, il y a parfois un peu de bruit. On va catégoriser dans elle est belle ou pas belle et on va catégoriser dans on peut coucher avec elle ou on ne peut pas coucher avec elle, ou alors c'est ambivalent. Donc, le spectre peut être élargi. Hein. Dans la fille, on peut trouver la sœur, la nièce, la belle-fille, un peu par là, etc. Et puis, on va avoir une distribution, celles qui sont parfaites, c'est un petit peu l'archétype de la mère, hein. Elles sont saintes, elles s'occupent du ménage, elles sont sages, elles sont asexuelles, intouchables, aimantes, la mère parfaite. Il y a les âmes sœurs, les muses, les amies, il y a les filles légères, les séductrices, les prostituées, il y a celles qui font concurrence, les femmes savantes, les femmes intello, les féministes, les lesbiennes. Il y a les femmes destructrices, les matrones, les matérialistes qui n'en veulent qu'à notre argent. C'est une manière simplifiée d'analyser un petit peu lorsqu'on regarde un film, tiens, cette femme que je vois, comment est-ce qu'on peut la placer par rapport au héros. Et l'idée, c'est de voir si toutes les femmes du film sont des légères, c'est intéressant comme film, de voir comment est-ce qu'on distribue, est-ce qu'il y a une variabilité et est-ce qu'il y a des non-soumises aussi dans le film. Souvent, on se rend compte qu'elles sont toutes plus ou moins soumises. Vous regardez un James Bond, toutes les femmes autour, il n'y en a aucune qui tient tête, c'est pour coucher avec elles, donc elles sont plutôt soumises et on est quasiment que dans la catégorie des femmes avec lesquelles on peut avoir du sexe, même s'il peut y avoir une figure de non-sexe qui sera une vieille dame, qui sera la patronne de la CIA, hein, souvent c'est comme ça, mais en général, toutes les femmes jeunes et belles, c'est-à-dire longs cheveux, minces, blondes ou brunes, rarement rousses, vont être plutôt soumises. Et donc ça, c'est Laura Mulvey qui parle du regard blanc, du white gaze. Je vous laisse donc un article de Bamko qui a été diffusé sur Afro Brussels City et qui explique un peu ce regard mâle blanc. Et les stéréotypes, donc je continue sur les stéréotypes et les archétypes sur les Noirs. Donc d'abord les hommes, on peut résumer, hein, puisque je ne fais pas les hommes aujourd'hui, je vais résumer sur les trois qu'on connaît le plus, les bucks, donc un peu la logique du sauvage, du mauvais sauvage, hein, violent, violeur, délinquant, dealer, traître, tout ce que vous voulez. Il y a les Tom, dans la logique de l'ouvrage et de l'idée de l'oncle Tom, les bons sauvages. Il est bon, mais il est sauvage, hein, obéissant. Les Coons, et là, c'est l'idiot, le maladroit, le comique, toute la carrière des gens comme Eddie Murphy, version femme, on a Whoopi Goldberg, donc des films où on est l'idiot de service. Hein. Et donc, sur la femme noire, petite intro, je reviens encore sur elle parce que elle s'en prend plein la figure. Elle est très foncée de peau, elle garde ses cheveux naturels et elle fait plein de films de premier rôle. Un réalisateur m'appelait Louise comme sa femme de ménage, dit Viola Davis. Intéressant. Donc, sur la femme noire, on va avoir d'abord une première distribution en trois grandes catégories. Donc, ça va être la métisse. Elle est très claire de peau, donc limite white passing. Elle peut passer pour une blanche. Elle va être une métisse foncée. Donc, on voit que, voilà. Ou alors, ça va être la figure de la peule, foncée ou peule claire. Donc là, c'est le prototype Naomi Campbell, mince, grande. Et on connaît un peu moins dans cette région-ci du monde que du côté d'Afrique de l'Ouest, Mali, tout ça, on a parfois des populations autochtones, si on peut dire, mais à teint très clair.
On les connaît un peu moins, on les voit un peu moins, mais ça existe. Et donc là, on est dans la logique Naomi Campbell, Lupita Nyong'o, donc système Peul. Ensuite, on a ce qu'on va appeler dans la littérature la figure des négresses. Il y a des négresses claires, des négresses un peu moyens et des négresses foncées, voire très foncées. Donc, on va déjà avoir cette porte d'entrée-là qui va être plus importante. Donc, la couleur de peau va être plus importante que la longueur des cheveux, la couleur des cheveux, et voire même plus importante que la corpulence. Parce que chez les femmes noires, parfois, on va avoir plus besoin d'une grosse que chez les femmes... non, chez les femmes noires, on va avoir plus besoin d'une grosse que chez les femmes blanches. Voilà. Et donc, sur les cheveux, ça va plutôt être, est-ce elle est authentique ou elle n'est pas authentique? Est-ce qu'elle a les cheveux frisés ou elle a les cheveux défrisés? Est-ce qu'elle s'habille comme une occidentale? Elle se prend pour une occidentale, elle n'a pas d'accent? Ou est-ce qu'elle garde son accent? Voilà. Cette classification-là va déterminer un peu le niveau d'acceptabilité dans le monde blanc, donc dans le film, hein. On va avoir la bonne noire, la mauvaise noire. Encore une fois, c'est une graduation et ça va être distribué selon l'authenticité ou l'acculturation, comme je viens de dire, ou alors selon une sorte de conscience d'un esprit woke, ou si elle est plutôt soit aliénée ou soit elle ne fait pas référence à ça. Et ça ne va pas être seulement à l'écran, ça va être aussi derrière l'écran. On peut refuser d'aller chercher une actrice, d'ailleurs même un acteur noir, parce qu'on sait qu'il est conscient du racisme, de l'industrie et qu'il va relever quand ça ne va pas et tout. On peut le refuser le rôle pour pas se fatiguer à discuter avec lui de ça. Mais à l'écran, ça va être aussi important parce que si on fait un film sur le racisme, on est bien content d'avoir un acteur qui est conscient parce qu'il va peut-être pouvoir mieux le rendre à l'écran. Donc, ça va être une graduation. Ensuite, on va aussi avoir une distribution. La première, assez importante, c'est la distribution sur dépendante ou indépendante. Et ça, c'est par rapport à la poche du blanc. La poche, de manière générale, est-ce qu'elle dépend du CPS? Est-ce qu'elle dépend le CPS pour les Français, c'est l'aide sociale étatique. Est-ce qu'elle dépend d'un homme blanc qui lui donne son argent? Est-ce qu'elle arnaque les blancs, etc. Ça va être une distribution très importante quand il s'agit de la femme noire. De la femme blanche aussi, parce qu'on va essayer de savoir si c'est une croqueuse de diamants ou pas. Mais ça va être extrêmement déterminant chez la femme noire parce que ça va pas être que par rapport à un homme qu'elle a épousé pour son argent, ça va pas être que ça va être aussi par rapport à la société. Est-ce que dans la société, elle est venue dans la société des Blancs pour profiter de notre argent? Et donc, la Jézabel, c'est souvent une métisse, hein, souvent une claire de peau qui va jouer le rôle d'une prostituée. Donc, Jézabel, c'est une prostituée dans la Bible. C'est pour ça que les Afro-Américains ont thématisé cette figure-là comme ça. Et puis, on a l'activiste, hein, on peut les garder dans la même trame parce que selon le White Guys, le regard blanc, donc, elles détruisent la société et les valeurs des Blancs, elles dénigrent les mœurs, ou elles les rabaissent, hein, comme la prostituée, soi-disant, comme s'il n'y avait pas de prostituée dans la société blanche. Elles manipulent les hommes, elles manipulent les hommes blancs pour leur faire rentrer dans la tête qu'il faut être antiraciste, ça c'est le cas des activistes. Elles manipulent les hommes pour avoir leur argent, ça c'est le cas des prostituées Jézabel. Mais il y a d'autres distributions, la matriarche, souvent une femme qui est forte physiquement, qui est grosse, qui a un fort caractère, qui peut être querelleuse, qui pourrait frapper un homme, qui est autoritaire avec les enfants, contrôlante, et on va la mettre dans la même trame que l'émeraude, qu'on peut aussi appeler la ratchet, argot afro-américain pour appeler une femme ghetto querelleuse, bling-bling, vulgaire, etc. L'autre, ça va être une mère assistée, plein d'enfants en charge du CPAS, de l'aide sociale, dans la même trame que la princesse aussi peut-être, qui veut pas travailler, qui va se trouver un homme qui réglerait ses problèmes et leurs objectifs à elles deux, c'est de voler l'argent des Blancs d'une manière ou d'une autre, directement dans la poche d'un mari blanc ou dans la caisse sociale. La nounou et la Black Lady,
La nounou, elle s'occupe des enfants dans la maison des Blancs, donc elle dépend d'eux pour vivre. La Black Lady, c'est un petit peu celle qui est très carriériste, qui veut peut-être pas d'enfants justement parce qu'elle veut mettre en avant son carrière, elle va faire des diplômes, etc. Elles ont en commun de travailler énormément, de ne pas avoir le temps pour s'occuper d'un homme ou de leurs propres enfants au cas où elles en auraient. Je dis bien que c'est pas c'est une proposition sur le regard, donc je fais une proposition sur le regard du white guys et ça va être distribué en fonction, comme je l'ai dit, du bailleur de fonds qui lui donne son argent, de la présence ou non d'un homme dans sa vie, le type de relation qu'elle a avec. On va voir aussi si elle est soumise ou pas, donc c'est une bonne femme ou une mauvaise femme, de la présence ou de la relation qu'elle a avec les enfants, du niveau d'études, de carriérisme qu'elle a, de son caractère général. D'ailleurs, le stéréotype de la hungry black woman, c'est pas un prototype en soi, ça peut être distribué sur toutes ces femmes. Et donc, ça, c'est un peu les critères de choix. Alors, je vous laisse ce premier outil pour regarder les films et de voir comment c'est distribué. Et un deuxième outil beaucoup plus technique, celui-là, et plus simple à expliquer avant de clôturer. Donc ici, je vous laisserai des slides sur les reconnaissances. Elles sont reconnues et récompensées pour jouer des rôles de domestiques, d'esclaves. Voilà. Elles ne sont pas récompensées pour jouer des rôles qui ne sont pas hyper caricaturés. Et j'ai créé un test qui est inspiré du test d'Alison Bechdel. Je vous laisserai regarder. Elle, c'est sur les femmes. Et moi, j'ai fait quelque chose d'un peu plus complet. Donc, c'est 50 questions auxquelles on répond si on veut vraiment analyser un film. Donc, il faut déjà être motivé parce que 50 questions. Mais en regardant le film, il y a moyen d'y répondre de temps en temps, quoi. Donc, c'est 50 questions. On répond par oui ou par non. On compte le nombre de oui qu'on a eu. On fait juste fois 2 et on a un petit peu si le film est très raciste ou si on peut le regarder avec les enfants, quoi. Donc, si on a moins de 20%, c'est trop faible et le film est probablement fortement raciste. Et si on a, je sais pas moi, plus de 81%, il est certainement à regarder sans modération. Donc, ça, c'est vraiment si on a envie de faire une animation, si on est, ou si on a envie de tester un film à la maison. Que, je vous ai dit, comme j'ai fait une longue introduction sur l'histoire du cinéma en général, je pense que c'est quand même important dans une séance comme ça de cadrer sur le cinéma. Du coup, il y a une deuxième partie euh, qui est prévue pour les prochaines formations où on parle un peu plus de comment est-ce que ces gens se défendent justement, la gentilité, pour essayer d'émerger avec les réalisateurs et les réalisatrices noirs, les récompenses créées par eux-mêmes, etc. François et les autres aussi, je vous remercie pour vos interventions très riches qui nous permettront aussi d'améliorer la formation. Et d'ailleurs, félicitations, hein, si tu cherches des personnes pour aller donner cette formation, je me porte volontaire, hein. Là, on parle vraiment voilà, de ce pourquoi je milite quelque part. C'est vraiment très, très important, en tout cas, ce travail que tu fais, quoi.